Monsieur le ministre, nous allons maintenant ouvrir la discussion générale et la parole est à monsieur Christian Kert du groupe Les Républicains, premier orateur inscrit pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues. Il est temps de se réveiller quand les méchants ou les mauvais triomphent, a-t-on écrit sur les pages de sagesse d'un pays du Maghreb. Oui, il est temps, Monsieur le Ministre, de nous réveiller et de rester éveillés après les attentats qui ont marqué si durement la France ces derniers mois. Je voudrais le dire à votre collègue, le ministre de l'Intérieur, qui a redouté dans une interview du journal du dimanche dernier, qui redoutait que dans des propositions de l'opposition, il y ait une forme d'abaissement de la parole publique, où sur les sujets complexes et sérieux, les contre-vérités soient convoquées systématiquement et blessent la démocratie, rendant parfois plus difficile la mise en œuvre de solutions pertinentes. Eh bien, monsieur le garde des Sceaux, la proposition que présente Nathalie Kosciusko-Morizet est à l'inverse de ce risque. Cette proposition veut justement s'attaquer à la racine du mal et non pas à la gestion de sa crise. J'entendais, monsieur le ministre, votre propos. En réalité, il confortait une affirmation du Premier ministre selon laquelle la lutte contre le djihadisme est sans doute le grand défi de notre génération. Si nous sommes d'accord, si vous êtes d'accord, chers collègues de la majorité, avec le Premier ministre, alors on ne voit pas quel est l'écran, quel est le frein qui vous interdirait d'approuver un texte qui n'a pas vocation à stigmatiser les musulmans pratiquants, comme vous pourriez le croire, comme eux-mêmes d'ailleurs pourraient le redouter. Car les individus que vise cette proposition de loi sont ceux qui tiennent des propos violents, contraires aux lois de la République. Ils représentent une minorité, disons-nous, oui, ils représentent une minorité dont il nous est difficile d'imaginer, de mesurer peut-être même quel est le véritable pouvoir qu'ils exercent sur leurs auditoires, mais un pouvoir peut-être décisif sur le passage à l'acte. Le constat est donc partagé par tous sur cette forte tendance à la radicalisation. Ce sont les moyens à mettre en œuvre afin de la prévenir qui sont frappés du sceau de l'interdit, une sorte de tétanie bloquant toute initiative concrète. Pourtant, nous l'avons dit, vous l'avez dit, monsieur le ministre, la République fait face à une radicalité politico-religieuse multiforme qui se diffuse par différents moyens, dont la prédication itinérante et la prédication sur site. Lorsque l'on sait que la majorité des radicalisés concernent des garçons de 18 à 25 ans, issus des quartiers périphériques des grandes villes, on mesure mieux l'impact de ces prêcheurs du malheur sur des cibles plus malléables que d'autres catégories sociales ou générationnelles. Voulons-nous, oui ou non, couper la racine du mal ? Si oui, nous ne pouvons plus nous contenter d'empiler des textes qui traitent la crise et non pas ses causes. Les causes, un contenu de prédication qui atteint une dimension proprement subversive, quand, en défendant la supériorité, voire la suprématie des lois religieuses sur les principes de la République, il appelle à la désobéissance civile ou à la sédition. Ce contenu peut également inciter à la haine d'autrui et de la société pour des causes comme l'impiété, l'impureté ou la différence religieuse et à inciter au désordre public, à la violence et enfin au terrorisme. Et oui, monsieur le ministre, c'est cela qu'il se passe en France. Alors, ne cherchons pas de faux semblants juridiques ou moraux, comme j'en ai entendu professer quelques-uns lors de la réunion de la commission des lois où, monsieur le président de la commission, vous avez bien voulu m'accueillir pour cette réunion. La liberté de croyance et d'opinion ne sont nullement remises en cause par ce texte.
Et c'est bien au législateur qu'il appartient de combattre cette menace qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et à la sécurité de sa population. Et cela, à un moment, nous le disions lors de la commission, à un moment où certaines études démontrent que près de 28% des musulmans de France seraient susceptibles d'adhérer à l'idée que la charia prévaut sur la loi de la République. Cette charia, elle est conservée en l'état par certains, sans tenir compte des développements de la société depuis l'avènement de ce texte. Un texte qui reflète donc, prenons-en bien conscience, les conditions sociales et économiques des premières abbassides, c'est-à-dire des concepts qui remontent à la dynastie musulmane qui régna sur le califat abbasside de l'an 750 à l'an 1260. Des recommandations d'un monde englouti. Je vous laisse juste à penser la place que peut occuper la femme dans ces recommandations. C'est pourquoi il est nécessaire de viser expressément dans la loi la prédication subversive telle qu'elle est définie dans l'article 2 de la proposition de loi qui crée un nouveau délit répréhensible pour l'auteur des propos, un article corrigé par un amendement que vient de nous proposer Madame la rapporteure. Alors, certains d'entre vous ont pu estimer que depuis la dernière prorogation de l'état d'urgence, et vous l'avez rappelé, Monsieur le garde des Sceaux, et le vote d'un article additionnel qui facilite, dans le cadre de cet état d'exception, la fermeture de certains lieux de culte appelant à la haine, l'office aurait été en quelque sorte dit et le problème réglé. Il n'en est rien. C'était certes une avancée indispensable, mais devant l'ampleur de la menace, il convient de renforcer davantage notre arsenal législatif. C'est le rôle de l'article 3, lequel autorise la dissolution des associations responsables des lieux de culte où le phénomène de prédication subversive s'exprime pleinement, avec, c'est vrai, un champ plus large que l'incitation à la haine ou à la violence prévue dans notre droit positif. Enfin, il convient d'étendre aux sites qui diffusent cette prédication subversive l'interdiction de perdurer et permettre aux juges des référés d'ordonner leur fermeture, comme il peut le faire d'ailleurs pour les sites terroristes. Et la tâche est immense. La tâche est immense. Sur la toile, une recherche Google du mot salafisme fait remonter 431 000 sites Internet. Il faut tirer le bon gré de livret. Alors, certains ont pu dire ou penser, ce ne sont là que des mots. Oui, certes, mais les mots ne valent que par les idées qu'ils portent. Nous voulons lutter contre les mots qui fanatisent. L'histoire, on le sait, est faite de l'utilisation souvent effrayante par les religions de fanatiques qui échappent parfois à leur propre créateur. Ceux qui, en début du XXIe siècle, professent le concept de djihad, veulent une guerre sainte dont le but final est de convertir le monde entier pour y faire régner une seule religion. Monsieur le ministre, nous sommes là à l'inverse des valeurs constitutives de la civilisation française. Et d'ailleurs, la communauté musulmane dite modérée ne s'y trompe pas, elle qui entreprend souvent des reconquêtes de mosquées tombées aux mains d'imams dangereux qui ont pu prendre le pouvoir par effet de surprise ou de tromperie. Vous le voyez, Monsieur le ministre, il n'est pas question ici d'hystériser le débat, comme certains le souhaitent ou d'autres le craignent. Il est seulement question de s'attaquer aux origines de la violence terroriste, à viser les sources de la menace pour permettre de la neutraliser en amont, par la mise en œuvre de moyens efficaces et nécessaires, tels que les rappelle Nathalie Kosciusko-Morizet dans son exposé, et tels que nous veillerons à ce qu'ils ne portent pas atteinte à nos libertés fondamentales. J'ai entendu dans votre propos, Monsieur le ministre, ce souci de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales et à la laïcité. Et c'est vrai que parmi ces libertés fondamentales, parmi ces idéaux républicains, il y a la laïcité. Je rappelle simplement
que la laïcité suppose qu'aucune religion ne puisse imposer ses prescriptions à la République, qu'aucun principe religieux ne puisse conduire à ne pas respecter la loi. À celles et ceux d'entre vous qui hésitent à voter ce texte, je voudrais juste remettre en mémoire l'avertissement déjà de Jaurès. Tout recul, toute somnolence de la République est une diminution et une langueur de la laïcité. Il est temps de se réveiller, vous disais-je en préambule, pour faire écho à Jaurès. Montrons l'exemple et pour cela, renforçons en amont les pouvoirs des autorités publiques et judiciaires au-delà de l'état d'urgence. À nos collègues de la majorité, je rappelle cette petite musique des paroles du Premier ministre. La lutte contre le judaïsme est sans doute le grand défi de notre génération. Voilà pourquoi nous voterons très volontiers, avec beaucoup de conviction, le texte que nous présente Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci, Monsieur Kert. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Folliot, pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la mémoire des victimes de la barbarie, l'immiscence et l'ampleur de la menace terroriste nous impose hauteur de vue, pragmatisme et efficacité. Notre groupe s'y est astreint ces dernières